Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer le CM de la géographie rurale sur la protection des espaces ruraux, en entrant un peu dans le cœur du sujet avec cette deuxième partie sur protéger les espaces ruraux, avec déjà une réflexion un peu théorique sur qu'est-ce qu'on appelle protéger les espaces ruraux et le fait qu'il y a des représentations qui peuvent être très différentes de ce qu'on considère être la une nécessité de protection, donc sous quelle forme faire cette protection, ce qu'elle implique. Et donc on va commencer par, réfléchir un peu sur la les termes et les différentes approches. Donc, en France, on a une utilisation de différents termes: protéger, préserver, conserver et ils n'ont pas tous le même, sens. En anglais, c'est la nuance est moins forte. On emploie le terme conservation, c'est de manière générale le terme le plus utilisé. Mais en français, on fait des différences et donc pour expliquer ça, je suis partie du travail de Samuel Deprat, qui, donc s'est questionné un peu sur le sens de ces termes et des différentes approches qui sont impliquées. Et donc le terme protection, c'est le terme le plus général. Il y a le moins de sous-entendus, dans protection, alors qu'on verra par exemple dans préservation, il y a des sous-entendus. Protection, c'est le terme général. Et en fait, dans les, différentes, conceptions, la différence, elle se fait donc ça vous avez le terme général, vous voyez ici les différentes, lignes. C'est en fonction de la place de l'homme. Est-ce qu'on va avoir une approche autre anthropocentrée, donc centrée autour de l'homme, hein, on veut bien protéger la nature, mais c'est pour l'homme, ou à l'autre extrême, une approche biocentrée, donc vraiment autour de la nature, on veut protéger la nature, mais sans l'homme. Puis une approche écocentrée où l'idée c'est d'avoir, un équilibre. À partir, de ces différences dans les approches, on a plusieurs manières d'aborder la protection de la nature. Donc on va reprendre, les différentes idées qui sont là, en partant de l'approche biocentrée, nature protégée sans homme, qui a donné naissance à l'approche au préservationnisme. Alors le préservationnisme, c'est la protection, la plus radicale d'un environnement où la nature doit être entièrement protégée des humains. Dans, cette approche préservationniste, les humains sont perçus comme des nuisibles. Donc il y a une séparation très nette entre les humains et la nature. La nature ne doit pas être utilisée, par les humains. Ils doivent être, les humains n'ont pas leur place, il faut protéger la nature des humains. Voilà, ça c'est l'approche préservationniste. Dans l'approche, du conservationnisme, les humains ne sont pas exclus, des politiques de protection. On accepte qu'il y a un usage de la nature par, les humains, mais, l'objectif, c'est d'atteindre une gestion raisonnée de la nature. Par exemple, au niveau du prélèvement, des ressources, avoir un usage, raisonnable qui permette un renouvellement sans problème. Ça, c'est pour l'approche écocentrée. Et enfin, 2 approches anthropocentrées où on va, avoir une nature protégée vraiment pour l'homme. Il y a d'abord le ressourcisme. Ça, c'est une démarche qui est un peu plus, étroite que le conservationnisme. La nature, elle n'est considérée, en fait, qu'en fonction de son intérêt pour l'homme. Sa protection, elle se limite à rendre possible le renouvellement des ressources que les humains souhaitent exploiter. Mais il n'y a pas de prise en compte des enjeux globaux. Donc on va essayer de faire en sorte que l'exploitation, n'épuise pas les ressources, qu'elles puissent se renouveler, mais on ne réfléchit pas au-delà. Et l'approche de protection de la nature qui est, la moins approfondie, clairement, c'est l'utilitarisme, avec une approche des milieux par compensation. Heu, la protection, en fait, c'est pas de protéger quoi que ce soit, c'est d'essayer de compenser, les dommages subis, les dommages, qui ont été faits sur, les espaces environnementaux. Par exemple, on a ça avec les compensations carbone. Par exemple, il y a des compagnies aériennes qui vous disent: «Bah, si vous prenez l'avion, vous pouvez payer, tant pour qu'on aille planter, l'équivalent du nombre d'arbres que ce que vous avez, consommé en carbone». Ça empêche le carbone, il a été, quand vous prenez l'avion, il a été, diffusé dans l'atmosphère. C'est pas planter des arbres qui va l'enlever. Mais il y a un système de compensation, vu qu'il y a eu du carbone, on va planter des arbres. Voilà, c'est ce type de vision, la vision utilitariste. Et donc ces visions, elles s'affrontent et elles peuvent mener à des tensions. Alors, oui, parce que la façon de préserver un espace, de protéger un espace va pas être forcément la même entre une vision, préservationniste, où on va vouloir préserver une nature la moins anthropisée possible, ou une vision où on va vouloir concilier le respect de l'environnement avec le développement de l'économie locale.
voire, une volonté de développer économiquement les espaces ruraux, en améliorant le confort matériel des populations et ça, se faisant au détriment de l'environnement. Voilà, là, ça reprend un peu ce qu'on a vu avant. On a des visions différentes de comment on doit faire évoluer les espaces ruraux par rapport à leur environnement. Et donc il y a plusieurs, possibilités qui sont souvent concurrentes en fonction des acteurs et on va, voir un petit peu différentes, approches. Et d'abord ici, je voudrais prendre le temps de détailler, l'idée de patrimonialisation, d'un espace rural qui est parfois idéalisé. C'est-à-dire, c'est une manière de concevoir la protection, d'un espace, mais à travers un filtre qui est celui de la patrimonialisation, de vouloir le préserver tel quel, heu et je trouvais que c'était intéressant de le détailler. C'est pour ça que j'en fais une partie à part. Heu, quand on parle des espaces ruraux, on va mettre en valeur la nature, mais pas forcément juste la nature sauvage. On va aussi mettre en valeur le paysage, comme il a été façonné par l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui ressort dans le cadre d'une patrimonialisation des espaces ruraux. Donc déjà, qu'est-ce que c'est, le patrimoine? Le patrimoine, c'est ce qui est perçu par une société comme étant digne d'intérêt. Et qui donc puisque c'est digne d'intérêt, ça doit être transmis aux générations futures. Ça peut être du patrimoine historique, par exemple un monument historique, un site historique, mais ça peut être aussi un patrimoine paysager, une forêt, un massif montagneux, une perspective urbaine, c'est du patrimoine paysager, ou même un patrimoine immatériel, une musique, une cuisine, une cérémonie. C'est, on va dire, les 3 grandes catégories du patrimoine. Heu et ce qu'il faut noter, sur le patrimoine, c'est qu'en fait, c'est très relatif. Qu'est-ce qui est digne d'intérêt? Bah, ça change selon les époques, ça change, selon les catégories sociales, ça change selon, les pays, ça change selon plein de choses. Ça dépend de l'époque, ça dépend de la culture, ça dépend des acteurs. Pour vous donner simplement un exemple, hein, nous maintenant, les temples romains, on va considérer que c'est du patrimoine très important. Au Moyen Âge, ils sont détruits pour récupérer les pierres pour construire des églises, ce qui paraissait beaucoup plus important à l'époque. Donc on a, voilà, une relativité de cette notion qui fait que, bah, avec 2 personnes qui n'ont pas la même vision, ça peut créer des tensions. Dans le côté relatif, on peut noter le patrimoine industriel, hein, qui pendant longtemps a été considéré comme, très laid, l'in c'était pas du tout mis en valeur et maintenant, c'est considéré comme digne d'intérêt. Que ça soit le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais ou le patrimoine industriel du Rjukan-Notodden, en Norvège, on a, 2 sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a une reconnaissance du fait que cette activité industrielle, heu peut être du patrimoine, mais ça, c'est très récent. Celui de Norvège a été classé en 2015, le Nord-Pas-de-Calais, c'est en 2012. Donc on est, dans les moins de 10 ans. Donc à partir de ce terme de patrimoine, on a construit le terme de patrimonialisation qui désigne, le processus de création, de fabrication du patrimoine. Et patrimonialiser un espace, ça a des vrais enjeux concrets, hein, puisque ça permet d'obtenir des financements, d'attirer du tourisme et éventuellement de mettre en place, des mesures pour, préserver ces espaces, au sens vraiment de vouloir les conserver tels quels, tels qu'ils sont, au moment où ils sont reconnus comme patrimoine. Alors il y a un risque à tout ça, hein, il y a un risque de muséification, c'est-à-dire, de figer, d'empêcher toute évolution de ces espaces. Et c'est une question qui se pose, par exemple, dans des sites touristiques de renommée mondiale. Par exemple, est-ce qu'on peut moderniser certains quartiers de Venise, parce que certains habitants le souhaitent? Ou est-ce que ça serait une dégradation du patrimoine? C'est une vraie question et ça se pose à tous les niveaux. Donc maintenant qu'on a vu, ce qu'est la patrimonialisation, on va revenir sur la question des espaces ruraux. Hem donc la patrimonialisation, au début, c'était sur les monuments historiques notamment, mais à partir du XXe siècle, elle concerne, le paysage, donc le patrimoine paysager et le patrimoine immatériel et donc elle s'étend aux espaces ruraux et je vous ai mis une photographie, enfin 3 photographies qui montrent des cultures en terrasse en Chine, qui montrent un chalet dans le Tyrol en Autriche et des cases au Burkina Faso et tout ça, j'espère, ça vous évoque un peu des choses, des représentations. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les paysages ruraux, ils ont
on va dire, ils sont porteurs d'un imaginaire. Ils renvoient à une identité territoriale locale. Quand on voit ces paysages, ça nous renvoie à, ce qu'on imagine, enfin une culture de ces espaces, des sociétés qui y vivent. Et donc voilà, ils sont porteurs de cette identité territoriale locale et donc ils ont Heu, une valeur qui va être inscrite, heu, enfin plus ou moins officiellement, mais de plus en plus officiellement, que ça soit dans des classements comme le patrimoine mondial de l'UNESCO ou les plus beaux villages de France, par exemple. Et cette reconnaissance officielle, elle a des vraies conséquences en termes de préservation des espaces ruraux. Parce que le développement, il est désormais contrôlé pour répondre à la vision de cet espace au moment où il est inscrit. Donc ça crée des espaces qui peuvent devenir des espaces vitrines. Au moment où ils sont inscrits, ils représentent ça et du coup ensuite ils peuvent plus bouger. Sinon, bah, ils risquent de perdre en fait leur inscription officielle. Et c'est ce qui s'est passé par exemple, pour la vallée de l'Elbe en Allemagne. La vallée de l'Elbe, elle était au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle a été délistée en 2009 à cause de ce pont que vous voyez ici, ce pont routier à 4 voies, et donc ça a été considéré comme, bah, ne pouvant plus faire partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Autre aspect, donc la question des représentations, on a vu avec les approches théoriques et le développement sur la patrimonialisation. Cette fois, on va s'intéresser à comment concilier la protection de l'environnement avec les activités économiques. Alors ça, on va détailler, c'est une longue partie. On va commencer par l'évolution des périmètres de protection. Les périmètres de protection, c'est la 1er type de mesure un peu le plus simple pour protéger les espaces ruraux. L'idée, c'est de délimiter un espace à préserver, qui est c'est souvent des aires ou des zones, vous voyez des réserves naturelles, des parcs nationaux, réserves de gestion des habitats ou des espèces, paysages marins ou terrestres protégés, aires de ressources naturelles protégées. Enfin, là, je viens de vous faire une liste, hein, c'est vraiment pas la peine de la retenir. C'est juste pour vous donner des exemples. Il existe en fait plein de manières de faire des périmètres de protection. Et ça, ces périmètres de protection, ils correspondent à une approche, top-down, c'est-à-dire qui vient du haut vers le bas. C'est une décision qui provient d'une administration, heu, vraiment dans la plupart des cas, c'est l'État et qui impose des règles à un espace. Heu, il y a une dimension en fait vraiment légale et juridique à un périmètre de protection puisqu'il est, délimité par des cartes officielles. Et on va regarder, 2 approches, dans ces périmètres de protection et on va commencer par l'approche préservationniste avec le cas des États-Unis. Donc je vous rappelle, hein, le paradigme préservationniste, c'est l'idée que l'homme est nuisible et qu'il faut l'exclure totalement des périmètres de protection. Et ça va, conduire dans le cas des approches préservationnistes, hein, il n'y a pas que les États-Unis, c'est juste après je développe l'exemple. Ça peut conduire à l'évacuation des populations locales qui sont considérées comme un facteur de dégradation de l'environnement. Donc ça c'est arrivé que dans la création de parcs, nationaux, c'était par exemple le cas en Ouganda, on déplace des gens, des populations qui vivaient là, en disant: «Bah non, vous allez dégrader l'environnement en fait, c'est pas vous devez partir, en fait». Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, dans l'organisation des périmètres de protection, il y a cette vision que, l'occupation humaine est souvent un risque pour l'environnement, avec souvent dans les parcs, une aire d'exclusion. Par exemple, en France, dans les parcs nationaux, c'est la zone de cœur de parc où, il y a vraiment on va dire une limitation stricte des activités. Donc voilà, ça c'était pour la partie générale. On va développer un peu l'étude de cas des États-Unis, et donc on va commencer par un peu d'histoire pour placer comment on en arrive à cette logique conservationniste pardon. Préservationniste, oui, préservationniste, ouais, c'est ça. L'étude de cas donc américaine, bah, déjà, il faut repartir, du front pionnier vers l'ouest au 19e siècle, donc bah, front pionnier historique, un peu comme on parlait des fronts pionniers tout à l'heure. On découvre en fait des paysages qui sont perçus comme, complètement, sauvages et dignes d'être conservés, ce qu'on peut comprendre, hein, quand on voit, les photographies que je vous ai mis ici. Hem Et le 1er, parc, national d'ailleurs aux États-Unis, c'est celui de Yellowstone que vous avez en haut. Et vous avez heu, une loi du 1er mars 1872 qui dit que ces terres sont soustraites au peuplement
est dédié en tant que parc public ou aire de détente au plaisir ou et au bénéfice du peuple. Donc soustraite au peuplement, c'est-à-dire que, il est interdit de s'y installer pour résider. Donc, on voit bien cette logique d'éviter la présence, des êtres, des humains, dans ces endroits-là. C'est à partir de cette loi, la gestion, elle est faite par l'État et il est absolument interdit, d'atteindre au gibier, donc interdit de chasser, de pêcher, interdiction de toucher aux poissons, aux ressources végétales, il faut pas cueillir, ni aux ressources minérales, ni aux curiosités naturelles. Enfin, faut toucher à rien. Hem, alors, à ce moment-là, petit moment, il y a aussi dans l'idée de créer, ces parcs naturels, pas seulement des enjeux écologiques. Il y a une volonté un peu, d'exploitation touristique. Donc ça, c'est plutôt une vision utilitariste, parce qu'on est sur un moment où, la commercialisation des paysages, elle se fonde sur l'idée de la wilderness, la nature sauvage, indomptée, idéalisée comme primitive, intouchée par l'homme. En fait, ça devient un élément constitutif de l'identité américaine, qui se cristallise autour, en fait, de ces paysages, grandioses, sauvages, heu, un peu en réponse au fait que, comme c'est un continent plus neuf, hein, enfin, en tout cas, qui reste peu de choses des peuples précédents, qui a moins de patrimoine historique et donc ça devient ces grands paysages sauvages qui deviennent, porteurs d'identité. Mais cette vision qui à un moment était utilitariste sur, la mise en tourisme, et il y a encore beaucoup de tourisme dans ces espaces, hein, elle évolue quand même pour devenir de plus en plus écologique et en 1964, il y a le Wilderness Act, c'est un texte de loi, qui établit un système de préservation de la nature, sauvage à travers la constitution d'un réseau de zones, dont l'accès et l'usage sont, sévèrement contrôlés. Ces parcs sont appelés les Wilderness Areas et couvrent 4,5 % du territoire des États-Unis en 2012. 4,5 % sur des espaces extrêmement sévèrement contrôlés, c'est vraiment beaucoup à l'échelle, mondiale. Et donc dans ces espaces, l'influence des hommes ne doit pas être visible. Les visites sont encadrées parce qu'il ne faut laisser aucune trace. Donc pas de feu, pas de déchets, un accès limité en nombre. Les campings sont seulement dans des sites autorisés, hein, pas libres, et ces périmètres, de ces wilderness areas, constituent le degré de protection de nature le plus élevé du pays. Et si on regarde ce tableau avec une comparaison entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, on voit, que, tout périmètre de protection confondu, on est quand même à, 35 du territoire américain qui est protégé, donc un peu plus d'un tiers, et c'est extrêmement important, et vous pouvez comparer avec le Canada ou le Mexique, on voit que c'est beaucoup plus important. Après, bien sûr, faire ces zones de protection, ça crée des tensions, ça crée des tensions avec, ça s'oppose par exemple à la volonté de certains d'extraire les ressources naturelles, mais ça s'oppose aussi aux droits des populations locales et autochtones qui sont ici et qui du coup n'ont plus le droit de faire certaines choses qu'elles faisaient habituellement. Donc ça pose des enjeux, donc quand on veut exclure toute activité humaine, ça pose, des tensions. On va maintenant voir, l'approche conservationniste, heu, après avoir vu l'approche préservationniste, donc celle qui est plus écocentrée sur, la volonté de concilier, les activités humaines avec la protection de la nature. Donc depuis les années 70, on va parler d'un paradigme intégrateur, en gros, là, c'est l'approche conservationniste. L'idée, c'est d'intégrer, les sociétés locales au périmètre de protection, en maintenant une partie des activités. On va interdire une autre partie des activités, souvent les plus dangereuses pour l'environnement, mais on va, en accepter d'autres. L'idée, c'est d'intégrer les populations locales aux décisions. C'est le cas par exemple, alors c'est pas forcément local, mais c'est à une échelle plus fine, c'est le cas des parcs naturels régionaux en France, qui sont soumis au volontariat des communes. C'est pas imposé, on dit pas, «Voilà, maintenant vous êtes dans un parc, et vous avez plus le droit de faire ça». C'est les communes qui, décident, si elles souhaitent rejoindre ce parc naturel régional, et donc ça amène, vous avez ici le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, des Trous, par exemple, cette commune-là, elle a décidé qu'elle voulait pas faire partie du parc naturel régional, ou des communes qui sont un peu à l'écart, qui se sont rajoutées parce que ça les intéressait même si elles étaient pas trop dans le périmètre, et voilà, ça montre le fait que, c'est au volontariat des communes. Et dans cette approche conservationniste, les périmètres de protection sont perçus comme des outils de développement rural, avec la promotion du tourisme et des produits locaux.
Donc il y a une volonté de cogestion des ressources du parc avec les populations locales. Alors évidemment, il y a des obstacles, des populations qui ne sont pas toujours prêtes à changer leurs pratiques ou le maintien de pratiques qui dégradent l'environnement. Le développement peut rester limité par rapport aux attentes, mais voilà, il y a un effort de vouloir concilier les populations locales et la protection. On va ensuite voir la question de comment développer des activités économiques respectueuses de l'environnement. Alors j'ai mal fait mon truc parce qu'il y a écrit agriculture durable tout de suite, mais on va pas le faire tout de suite. L'idée, dans ce petit B, de développer des activités économiques respectueuses de l'environnement, c'est l'idée derrière développement durable. On va parler d'activités durables. Le développement durable, il est inscrit de manière très variable, hein, il s'inscrit de manière très variable selon le niveau de développement des États et c'est plus dur, de mettre en place des mesures de développement durable, hem, là où les moyens sont limités. Et donc ça touche de nombreux domaines, ça touche par exemple l'agriculture durable. Je vais pas reprendre, on l'a vu dans le premier CM sur, l'agriculture et les modèles d'agriculture durable, donc je vais pas redévelopper, on l'a déjà vu. On va s'intéresser tout de suite à plutôt, les questions autour de l'industrie et l'énergie durable. Et on va se concentrer même sur l'énergie. Globalement, mettre en place un modèle de développement durable, ça nécessite de changer les modèles industriels et les modèles de production de l'énergie. Heu, les espaces ruraux, en fait, possèdent un très grand potentiel pour les énergies renouvelables, parce que, bah, déjà, il y a de la place disponible pour installer des infrastructures qui peuvent être, consommatrices d'espace et puis il y a une moins grande densité de personnes. Et ça, c'est bien parce que les rendements énergétiques, des énergies renouvelables est quand même plus faible, donc ça permet de pouvoir assurer les besoins de tout le monde parce que la densité est moins forte. Alors, il y a plusieurs types d'énergie renouvelable, hein. L'énergie solaire ou thermique, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, celle des courants marins. Ça peut être la biomasse, c'est-à-dire la matière organique. Si on brûle du bois, on produit de l'énergie grâce à la biomasse. Ou encore la géothermie, liée à l'énergie, à la chaleur du sol. Or, c'est des ressources qui sont présentes dans les espaces ruraux. On peut regarder cette carte un peu, c'est la distribution de la production d'énergie renouvelable dans le monde. Donc on voit que, à l'échelle du monde, bah, l'Amérique latine est quand même, le continent le plus avancé, ainsi que, bah, plutôt l'Europe et l'Afrique, alors que on va dire l'Amérique du Nord et enfin les États-Unis précisément et l'Asie sont plus en retard. Ce qui est amusant puisque si on regarde en production, en quantité, en chiffres absolus, la Chine et les États-Unis sont les plus grands producteurs, mais en pourcentage de leur mix énergétique, c'est-à-dire de l'ensemble de ce qu'ils produisent, c'est, très faible. Enfin, c'est relativement faible. Concernant l'énergie en général, hein, pas juste renouvelable, l'Afrique, c'est le continent qui a le moins pourvu en énergie. Mais concernant l'énergie renouvelable, il y a un gros potentiel, et notamment on assiste à plusieurs endroits, plusieurs pays du continent à un développement de l'énergie solaire. Les grands producteurs d'énergie solaire en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, le Kenya et le Maroc. Et nous, on va développer un petit peu l'exemple du Maroc, parce que le Maroc abrite la plus grande centrale solaire du monde. C'est la centrale solaire de Nour, près de Ouarzazate, donc assez proche du Sahara. Et l'objectif du Maroc, c'est de produire plus de la moitié de son électricité en énergie renouvelable d'ici 2030. La situation de cette centrale, solaire, c'est 320 jours de soleil par an, et son objectif, c'est de fournir 2 millions de foyers en électricité. Hem, Elle produit actuellement 580 mégawatts, d'énergie au total. Bon, c'est pas grave, pour tous ces chiffres, hein, mais voilà, 320 jours de soleil par an, je répète juste pour que vous y pensiez, en écoutant ce cours sous la grisaille. Cette, centrale solaire, elle s'appuie sur, des technologies avancées au niveau des panneaux, parce que ces panneaux s'inclinent pour suivre la course du soleil, pour être toujours exposés au mieux et ils sont capables de stocker l'énergie thermique, de la journée pour continuer à produire l'électricité la nuit. Donc ça, c'est, extrêmement performant parce que la faiblesse, de l'énergie solaire, de manière générale, c'est que, bah, la nuit, il y a plus de soleil, mais là, il y a un stockage qui permet, de continuer à produire la nuit et avec le succès de cette première centrale, il y a le projet d'une deuxième centrale solaire qui serait encore plus importante, qui est en cours.
Autre aspect, élément, qui se tourne vers la durabilité, c'est le tourisme, puisque le tourisme représente une part croissante des activités des espaces ruraux et on l'a vu un petit peu dans le CM précédent, il s'inscrit dans une logique de développement durable de plus en plus sous le terme, de tourisme éco-responsable ou de tourisme durable, écotourisme, tourisme vert. Tout ça, c'est la même chose. Tout ça, ça commence avec une conférence mondiale qui rédige la charte du tourisme durable en 1995 et en 1999, l'OMT, c'est l'Organisation mondiale du tourisme, adopte un code éthique mondial du tourisme. Bon, ça, c'est juste les 2 dates un peu qui marquent le début du tourisme durable. Cette volonté, on va dire, de rendre le tourisme plus durable, elle est issue un peu des représentations du tourisme qu'on en a de plus en plus, c'est-à-dire une critique de plus en plus virulente contre le tourisme de masse. Ce tourisme de masse, il est perçu comme prédateur sur l'environnement et il encourage, du coup, en réaction, hein, à cause de toutes ces critiques, le développement par opposition d'un tourisme plus durable. Le tourisme de masse, on l'a vu, hein, ça touche aussi les espaces ruraux. Ça touche les littoraux et les montagnes en été et les montagnes en hiver. On va critiquer de ce tourisme de masse, les aménagements et les infrastructures qui vont dévorer l'espace, la production des déchets, des eaux usées, le fait qu'il y a des infrastructures insuffisantes pour le recyclage, et cetera. Ça amène à une surcharge globale des écosystèmes, et donc face à ces critiques, 2 modes d'action possibles pour le tourisme. Soit une approche compensatrice, donc, comme il y a beaucoup de déchets, on va créer des stations d'épuration, des centres de tri, on va développer les mobilités douces. Soit, une approche qui va s'appuyer sur la modification des pratiques même du tourisme. Donc au lieu, d'avoir des touristes qui produisent autant de déchets et de créer des stations de tri, on va essayer de faire en sorte que les touristes changent de comportement et produisent moins de déchets, et donc là, c'est la volonté de changer les pratiques touristiques pour se tourner vers un tourisme durable. Pour installer un tourisme durable, ça passe par la transformation de l'offre qui est produite à l'échelle locale. Hem Et pour que ça marche, il faut aussi construire une image touristique qui est cohérente, pour pouvoir attirer, heu, parce que, sinon ça marche pas. Et puis il faut intégrer les populations locales à la prise de décision, sinon il nous manque un aspect de la durabilité. L'environnement, est particulièrement intégré parce qu'en fait, il est considéré comme un facteur déterminant de l'attractivité touristique, heu, mais pas que l'environnement, aussi tout ce qui est production humaine avec une valorisation des produits du terroir. Et là, on va détailler, le cas du tourisme durable à Majorque. Alors Majorque, dans les îles Baléares, donc ça, c'est des îles qui appartiennent à l'Espagne. C'est pas du tout connu pour le tourisme durable. En fait, c'est connu pour le tourisme de masse sur le littoral avec une grande concentration d'infrastructures touristiques. En fait, à tel point que le mot baléarisation, c'est devenu synonyme d'artificialisation du littoral. Un peu comme le mot bétonisation. Et ça, si on parle de baléarisation pour parler de l'artificialisation du littoral, c'est à cause de certains littoraux à Majorque, comme ceux que vous pouvez voir sur la diapositive. Et donc en réaction à tout ça, il y a eu la volonté, du gouvernement, du gouvernement autonome des Baléares, hein, donc ça appartient à l'Espagne, mais là, ça s'est fait à l'échelle, des îles, la volonté de développer un tourisme rural pour revaloriser l'intérieur des terres. Donc ça, c'est fait à partir des années 90 et c'est encouragé, grâce à des aides économiques. Et cet écotourisme, il se développe autour des paysages, de l'intérieur de l'île. Donc je vous ai mis des photographies. Il y a notamment, par exemple, un grand haut lieu de l'observation ornithologique. Il y a des littoraux, rocheux de toute beauté ou des villages intérieurs, donc très différents des littoraux qu'on vient de voir. Et tout ça, ça a été mis en valeur, hem, enfin les paysages ont été revalorisés. On a voulu mettre en valeur le patrimoine, des Mallorquins avec une rénovation des bâtis, c'est-à-dire, on va rénover les villages, pour, qu'ils soient plus attractifs. Il va y avoir aussi une mise en valeur du patrimoine culturel. Et l'idée, c'est de construire une image de l'île plus positive qui s'oppose à la baléarisation, à l'artificialisation des littoraux, dans le tourisme de masse. Alors ça n'a pas tout à fait autant marché que ce que voulait le gouvernement parce que, finalement les touristes qui vont vers l'intérieur des terres, ils cherchent plutôt le calme et la tranquillité.
donc dans des hébergements de qualité, ils vont faire du golf par exemple, plutôt que en fait la découverte du monde paysan et de l'agrotourisme. Alors que, le gouvernement espérait développer l'agrotourisme pour, relancer aussi la production agricole, ça a moins marché. En revanche, ça a été encourageant sur plusieurs aspects parce que ça a permis une diversification des offres. Ça a permis d'attirer des touristes qui, en fait, seraient pas venus autrement. Des touristes n'ont pas du tout envie d'aller faire du tourisme de masse sur les littoraux. Bah, là, ils viennent pour aller, au parc ornithologique, par exemple, et ça permet d'allonger des fois la saison touristique. Alors bon, à nuancer, c'est bien le tourisme littoral qui reste largement, dominant, et un autre problème de ce type de tourisme par rapport au tourisme littoral, c'est qu'il embauche moins. Donc ça pose problème à une partie de la population, en termes d'emploi. Et enfin, pour terminer cette très longue deuxième partie, la question des obstacles. Pourquoi c'est compliqué de développer des activités économiques respectueuses de l'environnement? Bah, déjà, il y a un premier concept qui est, très intéressant, très important et très utile dans beaucoup de domaines, c'est le concept de la dépendance au sentier. En anglais, c'est path dependency. La dépendance au sentier, c'est, une théorie qui parle du poids de l'habitude. On va dire, c'est le fait que les décisions passées, elles influencent les décisions futures. Même s'il y a intérêt à changer certains éléments dans le long terme, le coût, l'effort à fournir sur le moment pour changer, est trop important. Donc même si c'était bénéfique de changer, le fait que ça demande un effort de changer les habitudes, et ben ça fait qu'on les change pas et ça maintient des pratiques héritées. Donc par exemple, les littoraux, de Majorque qui sont déjà équipés, ils ont déjà tout ce qu'il faut, bah, c'est compliqué de, transformer l'île en, un paradis du tourisme durable, alors qu'il y a déjà tout l'investissement qui a été fait sur, les infrastructures. Et puis c'est des questions, des fois ça peut être juste mental. Une fois qu'on est habitué à quelque chose, on a du mal à passer sur autre chose. Autre obstacle, le coût il peut être élevé, notamment pour les pays en développement, et il peut être élevé pour les populations locales, hein, c'est une question d'échelle. Il y a la question de la gouvernance qui peut ne pas être adaptée. Les politiques publiques, elles ont tendance à réfléchir de manière sectorielle, alors qu'on est face à des enjeux vraiment globaux et ça demanderait une approche intégrée, qui est pas toujours mise en place. Et enfin, il y a un autre problème, c'est l'usage conflictuel des espaces et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.